Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2 et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données, mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Programme d'aujourd'hui, on va parler du Grand Prix de Bakou. De l'actu sport mécanique, de la F1 Academy, même si je pense qu'on sera les seuls à en parler sur Terre. Non, je crois pas. J'ai vu un live tout à l'heure. Avant d'arriver ici, j'ai écouté un petit live tout à l'heure. Et justement, il y avait un stream complet sur la F1 Academy. Tu te souviens du nom? Alors, il faut que je retrouve. Je pose les questions à l'arrache. Alors, c'était Percy F1. Percy F1. Ok. P-E-R-C-Y-F1. Ok. Bon, on recommandera donc, c'est un streamer qui parle plutôt plus de tout ce qui est F3, F4. Ok. Course de support, Alpine Cup, etc. On va dire toutes les catégories qui sont plutôt pas mal à suivre quand même. Exactement, ouais. Il va très loin dans ses recherches, etc. Mais c'est vraiment tout ce qui est autour de la F1, sauf la F1. Enfin, j'ai jamais vu streamer la F1. Et vraiment les alentours, les catégories de promotion. En même temps, actuellement, est-ce que c'est pas mieux? On le verra dans. Ouais, je pense. Hein. On le verra là quand on va comparer l'actu sport méca et F1. En vrai, des fois, tu te demandes si c'est pas mieux. Hein. Ça, c'est sûr. Ça. Donc, on parlera du coup F1 Academy, F2. Il n'y avait pas de F3 ce week-end. On va parler F1 avec le GP de Bakou. Et il y aura des sujets focus, notamment une petite question sur est-ce qu'on est dans le retour des années 2000 avec une surdomination d'une écurie et tout le reste qui se bataille. Et puis après, la logique de la F1 veut qu'ils aillent de Bakou à Miami en une semaine. Donc on verra, on fera nos pronostics et on établira un peu la roadmap pour Miami qui commence dès jeudi avec l'installation et vendredi avec les essais. Du coup, messieurs, on va commencer par l'actu sport mécanique qui s'est passé cette semaine, donc la semaine juste avant le Grand Prix de Bakou et pendant aussi le week-end, sachant qu'il n'y avait pas eu d'épisode des Seigneurs de la F1 depuis 3-4 semaines, parce qu'il n'y avait pas eu de F1. Et du coup, il y a eu plein de trucs qui sont passés. On va pas faire l'état des lieux de tout ça, mais on va parler des dernières actus. Tout d'abord, le WRC. On adore le WRC, on adore le rallye en général. Et en fait, il y a une bataille au sommet entre les trois teams Toyota, avec Ogier, Evans et Rovanperä, où là, ça envoie du gros pâté en termes de vitesse d'accélération, en termes de vitesse de pointe dans le sable. Et là, il y avait le rallye de Croatie, qui s'est déroulé du coup ce week-end. Et ça a donné une belle bataille entre ces trois-là, et avec aussi Tanak, qui rejoint aussi, mais un peu plus loin. Et du coup, c'est Evans qui a gagné devant Tanak, Lappi, Rovanperä et Ogier. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, surdomination de Toyota, mais ça on y reviendra, je pense, notamment en WEC, en endurance, mais c'est quand même la marque à suivre en ce moment, les petites Toyota. Et là, c'est une Toyota Yaris. Bon, c'est pas la Toyota Yaris qu'on voit tous les jours, hein, on vous rassure, parce que sinon, ça voudrait dire que tout le monde pourrait faire du rallye. Mais le principe en rallye, pour le rappeler pour nos auditeurs, en fait, c'est que vous devez avoir une voiture de série qui doit être produit à X exemplaires pour pouvoir aligner cette voiture-là en rallye avec une préparation compétition, etc. Et là, il y a les trois, comme je vous le disais, les teams principales sont Toyota, avec Ogier, Evans et Rovanperä. Est-ce que vous suivez un peu le rallye? Est-ce que vous avez regardé un peu ce qui s'est passé en Croatie ou quoi qu'est-ce, messieurs? Pas du tout. Pas du tout suivi. Pas du tout suivi. Mais on est habitué à avoir Ogier en haut. Cette fois-ci, c'était Evans. Mais pas du tout. Tu es plutôt l'expert là-dessus. Ouais.
comme on le disait, hein, c'est déjà assez compliqué de le suivre parce que vous avez 25 ou 27 spéciales à suivre, donc ça fait 25 ou 27 courses. C'est limite un peu l'endurance sur tout un week-end, mais ce qui est cool, c'est vraiment déjà les différents types de surfaces. Mais là, en fait, contrairement à ce qui se passait les différentes années, c'est que là, on a une belle bataille entre 3 pilotes qui sont aussi dans des âges assez différents. Donc c'est ça qui est assez cool à suivre. Romain Perra, c'est la future star du rallye. Evans, c'est un peu au milieu. Et Ogier, c'est vraiment à l'ancienne, le digne successeur de Sébastien Loeb. Mais c'est celui qui représente le mieux de l'ancienne génération. Et ce qu'il faut dire, c'est que Ogier, lui, il s'aligne sur certaines courses. Et que là, en fait, il a fait premier à Monte Carlo, il a fait premier au Mexique et 5e en Croatie, mais il s'était pas aligné sur le Grand Prix, enfin sur le Rallye de Suède. Donc c'est assez fou furieux qu'il soit premier du classement alors qu'il s'est pas aligné sur toutes les courses. Trop fort. C'est la fierté française en rallye quand même. Hein. C'est des bonnes fiertés. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas encore le retour d'une vraie écurie, quoi. Enfin, d'une vraie team. Tu vois, à l'époque, il y avait quand même Citroën, il y a eu Peugeot, mais là, c'est domination Toyota, Hyundai et Ford, quoi. C'est ça qui est dommage. Voilà pour la partie plutôt WRC. Maintenant, sur la partie plus IndyCar, donc tout ce qui concerne, on va dire plutôt le mastodonte américain, si on peut l'appeler comme ça. Donc c'était en Alabama, il me semble, ouais. Et du coup, c'est McLaughlin qui a gagné, malgré la domination de toute la course de Romain Grosjean, qui a fait quand même une super course et qui ne gagne toujours pas. Bon, on va pas lui porter la poisse, mais on espère qu'il va gagner quand même au moins une course. Si vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé en Alabama, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'IndyCar ? Il y a quand même une belle domination, comme tu l'as dit, de Grosjean. Et malgré au début le fait qu'il soit vraiment assez proche de Palou, et c'était Howard dès les premiers virages et les premiers tours où on sentait qu'il se bataillait. Et à la fin, malheureusement, des petites erreurs qui lui ont coûté sa P2. Mais c'était quand même assez impressionnant de voir la domination que lui et son coéquipier avaient par rapport à tous les autres pilotes, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quand même aussi un circuit assez atypique. J'aimerais pas du tout être pilote sur ce circuit, avec toutes les élévations qu'il y a, vraiment au niveau du ventre, être complètement affreux, plus le fait qu'il y ait quelqu'un qui peut te faire l'intérieur à tout moment, et c'est vraiment limite, t'as pas de barrière de sécurité, c'est vraiment, j'ai envie de dire, tu tombes la pelouse, quoi, si tu sors en Alabama. Et vraiment un peu triste que Grosjean n'ait pas eu sa victoire. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu une Hülkenberg dans le monde de la F1. Donc pas mal de podiums, mais jamais de victoire. Mais le jour viendra. Ce sera la grande victoire de Grosjean. Je pense dans pas longtemps. Parce que là, il nous fait quand même deux beaux enchaînements de P2 sur les 2 dernières courses. Là, on dit jamais 203, mais pourquoi pas, quoi. Bon, après, à rappeler qu'il est dans une team qui a aussi les yeux sur la F1, hein. Andretti. Les deux, ouais. Donc voilà. Donc c'est bon espoir pour le. Tu es en train d'insinuer un petit retour de Grosjean en Formule 1 Non, je pense pas. Je pense qu'il est vraiment fait pour l'IndyCar. Quand tu vois les batailles qu'il a menées là, la gestion des pneus, parce que vraiment les pneus, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment différent entre l'IndyCar et la F1. Mais là, il y a le truc vraiment qui est différent, c'est aussi le fameux push to pass, où du coup on a 200 secondes de push to pass sur le nombre de tours à faire. Et en fait, c'est une gestion en secondes, où du coup on peut appuyer sur un bouton et ça nous donne un petit gain de puissance pour notamment dépasser quelqu'un. Et je trouve que Romain Grosjean, pour un rookie dans cette catégorie-là, il a une très bonne gestion du push to pass et aussi des pneus. Après, ce qui lui manque en fait des fois, c'est la chance. Mais on le voit hier, il a fait... la stratégie. Et la stratégie, voilà. Hier, c'est la stratégie qui manquait. Ouais, exactement. Comme tu dis, Yo-Yo, t'as des trucs à rajouter, toi, sur Romain Grosjean, sa gestion en IndyCar, ou sur d'autres compétiteurs? Alors, je trouve qu'il y a une bonne gestion. Après, il y a quelques semaines de ça, on en parlait déjà.
les gens trouvaient que c'était assez un bourrin, etc. Donc je pense qu'hier, il y a des moments où il n'osait pas vraiment y aller. On voit que quand il passe deuxième après l'arrêt au stand, il dit son push to pass, mais il y a plein d'endroits où il peut se dire j'y vais. Et il se rebute à ça, même si son dépassement est un petit peu kamikaze, mais il hésite quand même, ça se voit qu'il y a encore du travail psychologique à faire de ce côté-là. C'est vrai qu'il a un peu touché. Sinon, comme tu disais, c'est très important, comme tu dis, la gestion des pneus en IndyCar qui est pas même qu'en F1. En sachant qu'hier, on était plus sur une stratégie à 3 arrêts plutôt que 2. Même si je pense que la Fédération française de la loose peut faire un petit article dessus parce que d'habitude, c'est celui qui fait 2 arrêts qui gagne. Et là, comme par hasard, c'était Grosjean qui était premier, c'est celui qui a fait 3 arrêts qui a gagné. Donc, et puis impossible de faire français. T'as eu quand même la voiture de sécurité et puis comme tu disais Alex, tu tournes la pelouse quand tu sors. Il y en a un qui est sorti, ils ont mis au moins 5 minutes à aller le chercher. Donc voilà la victoire de McLaughlin et au classement, c'est Romain Grosjean qui remonte un petit peu, qui remonte 5e. McLaughlin qui avec sa victoire remonte 4e, mais toujours Marcus Ericsson, un ancien de la F1 qui domine toujours le classement du championnat d'IndyCar. Donc, et en termes de manufacture, parce qu'on parle pas, il n'y a pas de classement par équipe, mais c'est plus des classements de manufactureurs, donc tous les fabricants de moteurs. Et c'est Honda là qui a repris les devants comparé à Chevrolet. Donc, affaire à suivre. Surtout en américain. C'est... Ouais. ça fait un petit choc, je pense. Ils sont passés de la Formule 1, du stop de la collaboration avec Red Bull, et ils se sont dit bon, allez, on va se mettre en IndyCar. Et là, pour l'instant, ils sont devant. Par contre, je pense qu'il y en a un qui pourra retourner IndyCar à la place de Magnussen, alors F1 à la place de Magnussen bientôt. Ouais, ah oui, ça chauffe. Après, c'est quand même une belle catégorie, l'IndyCar. Donc, ouais. Après, je crois que c'est pas la catégorie la plus regardée. Je crois que la NASCAR est plus regardée que l'IndyCar. Ouais, il y a plus de difficultés quand même. Ouais, l'IndyCar est moins en essor que... C'est vrai. Alors j'avais des chiffres, ça se comptait en centaines de 200 ou 300 000 personnes qui regardent l'IndyCar chaque week-end, alors que la NASCAR, ça se compte en millions. Ouais, le différentiel est énorme, quoi. Exactement, ouais. Bon, en tout cas, nous, on aime bien. Donc, c'est le exactement, je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, bientôt, il y a les 500 miles. C'est vrai. La fin du mois, je crois. Et 500 miles. Ça promet. Ouais. Bah, on suivra tout ça et puis on vous tiendra au courant. Maintenant, c'est ta partie, le WEC. Qu'est-ce qui s'est passé le WEC, on commence à approcher les 24 heures du Mans, quoi, où les seniors seront. Mais c'est la dernière épreuve avant les 24 heures. Donc on a une Ferrari. Enfin, pour moi, la Ferrari était en pôle. Alors, je suis désolé pour Toyota, mais clairement, la Ferrari était en pôle. Certes, il mange un peu, mais c'est pas ce qui lui fait gagner de temps. On va passer par l'herbe, c'est pas ce qui lui fait gagner plus de temps. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez injuste qu'on lui enlève sa petite pole. Mais en dehors de ça, on a vu un Grand Prix à rebondissement. C'est vrai que si on va au moins il pleut, certes, on aura froid et puis ce sera pas très agréable. Mais pour le spectacle, on va avoir plus de spectacle que s'il fait beau. Parce que au vu de ce qu'on a vu hier et sur le week-end globalement, les Toyota sont largement devant. Donc voilà, Toyota numéro 8 qui part 15e, qui finit 2e. La Toyota numéro 7 qui, elle, s'est amusée pendant toute la course. En dehors du départ où la Ferrari est à low contact, sinon c'est vrai que derrière, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est la numéro 7 qui ravitaille. Et qui sur un tour dépasse le 4e, le 3e, le 2e. Et arrive quasiment à hauteur du premier pour dépasser le premier au tour suivant. Donc c'est vrai qu'il y aura pas de concurrence, sachant que la BOP normalement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la BOP, c'est la balance de performance. Donc qui régit le poids, également tout ce qui est puissance allouée avec le moteur électrique, parce que c'est des moteurs hybrides. Et donc actuellement on est sur elle est fixée, en tout cas elle a été fixée pour Spa et les 24 heures du Mans. Donc normalement il n'y aura pas de changement de ce côté-là, donc on sera des voitures avec ces performances-là aux 24 heures. Et donc on a pu voir que Toyota a surdominé. Peugeot, c'est un vrai sketch. Je pense que là, de ce côté-là, Peugeot Alpine, même combat. Après, française. Rappelons un peu ce que, on va dire, ce qui a été fait par Peugeot. Pour nos éditeurs, c'est que Peugeot a complètement revu un peu sa stratégie par rapport à l'aéro de sa voiture.
Donc, si tu veux mais justement, là, c'est Spa, t'as pas d'appui. C'est le circuit pour avec Le Mans, c'est 2 circuits et Monza. C'est 3 circuits où t'es censé dominer. Et là, on te retrouve au fin fond où t'as des P2 qui te dépassent, qui se battent avec toi. Voilà, quoi, c'est compliqué. Encore, les Van Haute, je comprends. Avec notre cher, comment il s'appelle ? Si vous avez vu, messieurs, là-dessus, on voit les résultats de Peugeot ont influé le coût de la Peugeot Lego, qui a eu une réduction directe de 50 €, je sais plus quoi, suite au week-end, alors qu'elle n'était même pas encore sortie, ce qui était complètement fou. Ça, c'est fou. Comme quand Alonso est arrivé chez Aston, il arrive P3. Bon, allez, l'action, elle prend 30% en bourse, c'est parti, quoi. Là, c'est l'inverse pour Peugeot, quoi. Ouais, ça c'est fou. Et puis, du coup, rappelons aussi en parallèle qu'il y a, dans tout ce qu'on vous présente dans le fameux WEC, il y a Hypercar. Donc ça, c'est les voitures ultimes. Il y a la LMP2. Donc ça, c'est les voitures juste avant, on va dire, dans la question de catégorie. Et après, il y a tout ce qui est LMGTE avec les GT. Et amateurs, ouais. Et amateurs. Et d'ailleurs, je pense que ce sont vraiment les plus belles tailles, on les vend généralement en GT, en GT Pro et AM. Où là, ça se bat jusqu'au dernier tour pour la victoire. Clairement, ça se bat toujours pour en tout cas pour le podium ou le 3-4 première place jusqu'au dernier tour. Il y a pas de différence. Il y a une différence qui est notable, mais pas autant qu'en proto, où forcément les GTE, c'est forcément des voitures de série. Donc des Ferrari, des Porsche, que l'on retrouve assez quotidiennement dans toutes les compétitions. Donc le niveau est assez équivalent. Ou contrairement au proto où c'est plutôt des F1. Alors clairement c'est F1 Endurance, on peut dire que c'est des F1 Endurance qui sont développés par team et où tu sais pas où t'en es, comment F1 quoi, jusqu'au début de la saison. Ouais. Mais sinon, pour résumer, Toyota premier, les 2 Toyota toujours au top, Ferrari qui suit derrière pour un second podium de suite. Et puis après, il y a le reste, quoi. Il y a Cadillac, je pense, qui sera juste derrière, et Porsche Cadillac. Et après, le reste, ce sera le néant, quoi. Glickenhaus, ça va être compliqué pour eux, en sachant que normalement, ils sont censés faire le programme américain, mais le problème, c'est que l'IMSA ne leur accorde pas de roulage parce qu'ils vendent pas des voitures. Parce que pour faire partie de l'IMSA, tu es obligé de vendre un certain nombre de voitures dans la saison, avec Glickenhaus, c'est juste un sponsor, un team privé. Ouais. Un peu comme Williams à l'époque. Et donc c'est vrai que c'est compliqué pour financièrement. D'ailleurs, je crois que il y a certaines épreuves où on n'engage qu'une seule voiture au lieu de 2. Et je pense qu'il disait qu'à la fin de l'année ou l'année prochaine, ça continue comme ça, il ne pouvait plus s'engager, que ce soit en WEC ou en IMSA. Ouais, ce qui est normal pour des écuries privées, on va dire, de pouvoir suivre, c'était compliqué. Et du coup, au classement général, Toyota premier 90 points, Ferrari deuxième 57 points, Porsche qui suit avec 42 points, et après Cadillac et Peugeot cinquième en hypercar, et après en LMP2. Équipe, donc unité des sports, WRT, qui a fait quand même des gros 6 heures de Spa, comme on a vu. Et Prema Racing. Donc Prema, on vous en parle à travers tous nos épisodes. On vous parle de Prema parce qu'ils sont vraiment partout. Et c'est une écurie, c'est même une team assez globale à suivre. D'ailleurs, alors là, le classement est fait ainsi, mais au Mans, les points sont doublés. Et là, tu fais la transition parfaite. Parce que, qu'est-ce qui arrive ? Là, on a passé les premières épreuves. Et là, 10 et 11 juin, le 24 heures du Mans, où nous serons, messieurs. Et après, les 6 heures de Monza, pardon. Les 6 heures de Monza, qui est quand même aussi une épreuve mythique. Mais les 24 heures du Mans, alors là, ça va être terrible. Hein. Ça va être extraordinaire. Voilà pour tout ce qui concerne le WEC. Et on finit par je pense que la transition est toute trouvée. Exactement, transition toute trouvée. La semaine prochaine, dans 2 semaines, on se retrouve. La semaine prochaine, c'est MotoGP de France au Mans. Donc, pareil, tu peux continuer sur MotoGP. Et voilà. Et la transition, elle est toute trouvée parce que le MotoGP, on vous en parle aussi à travers tous nos épisodes. C'est quand même une des compétitions les plus accrochées et les plus disputées. Il s'est passé des trucs de fou en Espagne
pendant ce Grand Prix, où du coup on a vu la victoire de Francesco Bagnaia en course principale, et la fameuse chute de Fabio Quartararo. Et t'en parlais, Alex, toi ça t'a marqué, le fait qu'il chute, ensuite il y a drapeau rouge, il court dans ses stands, il change, il a mal au pied, mais c'est pas grave, il remonte sur la seconde moto. Moi, je trouve ça complètement fou. On le voit, parce que moi, effectivement, j'ai pas regardé toute la course, j'ai regardé qu'une petite partie. On le voit chuter, on le voit ensuite, les caméras, tout le monde l'avait suivi dans les stands, on le voit boiter, etc. On se dit, bon, bah, ok. Et là, on le voit remonter sur la ligne des stands, sur la ligne de départ. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il est complètement barjot, quoi. Et il a réussi à terminer 10e. Il se prend des pénalités aussi dans la tête parce qu'il n'a pas bien fait son tour. Il arrive 10e à la fin. C'est quand même. Faut être surhumain en fait pour tenir un week-end comme ça, quoi. Ça, Yu peut t'en parler parce que tu suis depuis plus longtemps que moi la MotoGP, mais c'est quand même un truc de fou. C'est vrai que j'ai toujours connu les pilotes, que ce soit Rossi à l'époque ou les Nick Hayden, etc., se blesser et quand même être là. Quand on voit Marquez qui est toujours blessé, qui revient chaque week-end, qui essaye, alors il voit qu'il n'est pas performant donc il vient pas. Mais il est fou de ça, il essaie, il fait du motocross de la semaine pour s'entraîner, en privé chez lui pour essayer de remonter. Et pour 3/4 des pilotes ont toujours des broches dans les genoux, dans les pieds, etc. Même dans les bras, c'est vrai qu'il court quoi qu'il arrive, quoi. C'est vrai que c'est un sport qui est à part, c'est la passion avant tout. Et quitte à se blesser encore, ils montent sur la moto, et ils font le résultat qu'il faut faire. Hier, alors certes, il y a Niyama qui n'est pas la meilleure voiture du plateau, donc il finit 10e. Mais tu donnes une moto qui fonctionne, c'est sûr qu'il aurait pu gagner la course hier. Sur une jambe, il faut savoir que, comme l'expliquait, comment il s'appelait, Depugné sur le canal, en fait, sa jambe qui n'allait pas, c'est sa jambe où il y a le sélecteur. Donc, tu as le sélecteur, tu l'as aussi au guidon. Donc, il n'y avait pas vraiment de mouvement à faire avec sa jambe. Mais c'est vrai que c'est surhumain, sachant qu'il frôle le sol, etc., avec son genou. Incroyable. Donc, voilà. Donc, si vous ne connaissez pas le MotoGP, on vous recommande parce que d'ailleurs, y a pas mal la semaine prochaine c'est en live sur C8 et en clair sur C8 et Canal+ pour le Grand Prix de France. Exactement, c'est vrai que Grand Prix de France en clair, ça fait plaisir. Et puis on espère que il y aura Johan Zarco qui va faire une belle course avec Quartararo pour le Grand Prix de France. Mais on sait que là, la domination des motos européennes avec Ducati, KTM et Aprilia est quand même assez forte. Après, Zarco, il a une Ducati, c'est vrai que c'est une Ducati privée, donc pas écurie satellite, mais il a moyen de faire quelque chose, c'est vrai qu'on le voit. Le problème de Zarco, c'est plutôt qu'il part plutôt en milieu de grille, donc 7e, 8e, donc il peut remonter, mais encore du mal. Après, les pneus s'usent, et il prend plutôt des pneus généralement à l'avant, plutôt médium, et tendre à l'arrière pour être assez rapide, pour monter rapidement, et puis après, ça s'effondre. Là où ceux qui sont devant peuvent prendre des pneus médium ou durs à l'avant ou à l'arrière pour s'adapter et gérer toute la course. Ok. Bon, on va affaire à suivre au bon. Voilà, on va refermer cette page Actu Sport Mécanique pour replonger dans beaucoup plus l'univers Formula, comme on l'appelle, avec la Formule 1, la Formule 2 et les petites nouvelles, on va dire, la F1 Academy. La F1 Academy, c'est quoi ? C'est, on va dire, la compétition digne successeuse des W Series dont on vous parlait dans la saison 1. Même si c'est très très compliqué de suivre la F1 Academy. On aura l'occasion d'en reparler. Mais il s'est passé du coup le premier Grand Prix de la F1 Academy ce week-end, qui était au Red Bull Ring, donc en Autriche. Et la spécificité un peu de la F1 Academy comparée au W Series, c'est que du coup on a 3 courses. Donc il y a vraiment 3 courses bien distinctes, avec des séances de qualification à chaque fois et une période d'essai. Et sur les 3 courses, Marta Garcia en a gagné 2. Donc, est-ce que ça va être la digne successeuse de Jamie Chadwick, qui avait surdominé toute la W Series pendant plusieurs 2-3 saisons, je crois. Je sais plus combien il y avait eu de W Series. Ouais. 2,5. On s'est arrêté. Oui, c'est vrai que ça s'est arrêté en cours de saison. Il y avait eu des belles batailles. On peut pas trop vous dire tout ce qui s'est passé parce que c'était un peu compliqué, comme on vous le dit, de suivre.
Est-ce que vous pensez que ça mérite beaucoup plus de médiatisation? Et surtout, comme on le disait je crois que c'était dans l'épisode 1, c'était un peu difficile de suivre parce que c'est aussi en même temps que la Formule 1. Est-ce que vous avez des retours par rapport à ça? Est-ce que vous avez vu des images ou quoi qu'est-ce sur la F1 Academy? Alors, moi, j'ai pas des images. Je crois que j'ai vu sur Instagram 30 secondes d'images où ça se battait pour la première place sur la deuxième course, celle d'avant-hier. Mais sinon, introuvable. On va sur le site de F1 Academy, section vidéo. Il n'y a rien c'est introuvable. On va sur YouTube de la F1. Il y a une vidéo de promotion qui date de vendredi. Donc, et sinon, il y a les news, quoi, mais on n'a pas de vidéo, on ne sait pas comment ça s'est battu. Normalement, j'ai lu vendredi, il était censé y avoir la course, donc les résumés, long format, tous les lundis, après les courses, mais là, il n'y a rien du tout. Ils ont encore jusqu'à minuit. Problème. Oui, il reste encore 2h15. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à suivre. On n'a pas vraiment d'informations sur les pilotes, sauf si on connaît un minimum le circuit, enfin les pilotes d'où ils viennent. Et sinon, quoi dire d'autre, c'est un zéro pointé, quoi. C'est des week-ends où il n'y a pas de course support, donc il n'y a pas de public non plus quasiment parce que personne ne connaît. Les courses, comme tu dis, c'est sur les week-ends de F1, mais pire que ça, c'est sur les horaires des courses de F1. Oui. Mais qui va regarder la course à la F1 Academy en même temps que le Grand Prix de F1? Alors certes, on s'est nuit hier, on a pu regarder, mais franchement, qui va regarder une course de support en même temps que la F1, c'est compliqué. Ouais, comme tu le disais aussi, avant la W Series jouissait en fait d'avoir le week-end de la Formule 1 pour être intégré dedans, et du coup tu avais le public de la F1 qui allait regarder la W Series. J'ai eu la chance de ne pas voir le Grand Prix de Belgique, mais j'ai vu les W Series, tu vois, quand il avait été malheureusement annulé. Donc franchement, ouais, c'est dommage. Mais du coup, pour faire le point, on va dire plus actu, du coup, Marty Garcia, du coup, va dominer pour l'instant le tableau avec 58 points. Et en niveau team, c'est des teams par contre qu'on connaît. On vous parlait de Prema. Boum, qui est là? Prema Racing. Et où il y a aussi Art Grand Prix, dont on vous parle souvent en Formule 2 et en Formule 3. En Formule 2, pardon. Et puis ils sont... Ouais. Okay. 3 aussi, ils sont. Ils sont encore? Ok. Ouais. Très bien. Et si vous voulez suivre la F1 Academy, rendez-vous le week-end prochain. Comme par hasard, il y a aussi le Grand Prix de Miami. Et là, c'est à Valence. Donc... Moi, l'avantage, c'est qu'aux heures du Grand Prix de Miami, ils ne pourront pas faire une course à Valence. Donc, on pourra suivre. C'est vrai. Je crois qu'il y a un live timing pendant la course. Des gens qui tweetent pour les spécialistes. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, j'écoutais Percy F1. Il disait que, en fait, les problèmes de la diffusion, c'est que c'est pas la F1 qui a les droits, mais la Sky. Et donc. Ah. Là, c'est un autre problème. C'est compliqué. Exactement, c'est un problème. C'est un diffuseur. Ils ont été annoncés ils ont négocié au tout dernier moment. Et forcément, vu que ça tombe en même temps que la F1, il faut trouver un moyen de diffuser la F1. On se doute que dans le contrat, il y a quelque chose qui vaut plus que l'autre, quoi. C'est ça, ouais. Et donc, il faudrait attendre 1 ou 2 saisons avant que ce soit diffusé à la télé. Si jamais Canal nous écoute, on espère qu'ils reprendront la diffusion peut-être côté France. Comme ça. Exactement, ouais. Pour avoir au moins quelque chose. N'hésitez pas à suivre le live timing. Ça fait un petit truc à l'ancienne. Mettez Twitter, mais c'est vrai que sinon, c'est compliqué. Ok. Merci Yo pour ces précisions. Maintenant, Formule 2. Est-ce que vous avez regardé la Formule 2 à Bakou? De ce qui s'est passé? C'est un week-end carton plein pour Berman. Hein. Sprint et course premier. Et oui. Le mec est chaud. Et là, ça va être la question. C'est la question qu'on avait préparée parce que Berman, je crois qu'il a... Quel âge? 17 ans? Ouais. Il a 17 ans et franchement, il a montré une maturité à Bakou qui est exceptionnelle. Est-ce que vous pensez que c'est... Alors, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais c'est le futur de la F1, même avant de Pourchère? Moi, je dirais que ça dépend où il tombe. Si il tombe chez House ou un truc comme ça, ou même, c'est vrai que c'est compliqué. Et on peut même voir De Vries qui a performé en Formule 2, qui a quand même été champion de Formule I, et qu'aujourd'hui galère. C'est vrai que ça dépend vachement de l'écurie où tu tombes.
si tu veux être le futur de la F1, c'est chez Red Bull, Ferrari, Mercedes. Et encore maintenant, on va ajouter Aston. Tu pourras montrer que t'es quelqu'un. Mais en dehors de ça, c'est compliqué. Bon, après, ça devrait plaire à Alex parce que c'est quand même une jeune pousse qui est dans la Driver Academy de Ferrari. Donc, il est pour toi. Ouais, mais bon. C'est le voir chez Alpha, ce sera pas le meilleur move non plus, quoi, mais il n'aura pas trop le choix de commencer par là. Et chez As, bon. Bon. Bien que t'as Sainz, hein, bientôt Sainz qui sera rien, et tu le laisses 2 ans, et après tu le mets directement dans le Grand 20. Hein. Sainz, il va aller en IndyCar, c'est ça? Sainz va finir en Formula I, en fin de peloton de la Formula I. Il va au WEC, il va avec Giovinazzi, mais dans l'autre monoplace, ça fait pareil. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. donc voilà. Non. Mais le fil conducteur un peu de cet épisode, qui on voit aussi aux premières places, Prema Racing. Et quand on vous dit qu'il y a des écuries qui sont assez transverses, enfin des teams assez transverses, Prema en est le parfait exemple, et aussi avec un Grand Prix, mais là c'est plus côté Formula. Qu'est-ce que j'avais en stock? Du coup, au niveau du classement, on a Théo Pourchère qui a repris la tête devant Vesti Iwasa. Iwasa a un week-end terrible. Il a rien fait. Bierman qui est du coup rookie et qui est 4e du classement. Donc c'est sympa ce petit classement parce qu'on voit les nouveaux en Formule 2 avec le fameux Arthur Leclerc qui est du coup le frère de Charles. Donc franchement c'est un beau tableau hein, cette année la Formule 2. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec une belle bataille qui s'annonce quand même entre Pourchère et Vesti pour le titre. Je vois pas trop Iwasa aller chercher parce que il a fait des premières courses, mais en vrai ce qu'il a montré ce week-end ça sent pas très bon pour la suite. Et peut-être un Bierman en mode rookie. Oui, Iwasa de toute façon il va finir super Formula je pense. C'est vrai que là ça fait 2-3 saisons déjà qu'il est là. Il a déjà laissé passer sa chance. Aujourd'hui c'est compliqué pour lui dans tout ce qui est Formule 1. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres, je pense qu'il finira peut-être en Super Formula ou ailleurs en DTM ou WEC, mais c'est vrai que pour lui, l'accès à la Formule 1, je pense que les portes sont fermées depuis la semaine dernière ou il y a 2 ans. Il y a du budget pour les sponsors, je pense, mais ça va être compliqué. Chez lui, il peut faire la Super GT aussi. Japon. Ouais, Super GT aussi. Ouais. C'est hyper populaire chez eux, quoi, mais c'est dommage. Sachant qu'en F2, parce que c'est un pilote Driver Academy Red Bull, en F2, la Driver Academy Red Bull, ça représente quasiment la moitié du plateau. Hein, donc les places vont valoir très très cher. Ouais, c'est pour ça que tu vois, JX, qui est en Super Formula, il est japonais. Et puis là-bas, il y a le Red Bull qui surdomine là-bas les premières places, comme en F1. Donc c'est vrai que là-bas, il aura tout à fait sa place. Ça va avoir des sponsors, ils sont contents. Un pilote qui était formé en Europe, etc. Donc c'est vrai que là-bas, il y aura même une visibilité. Et des titres. Ouais. Tout en sachant que, pour rappeler, celui qui gagne on va dire le titre de champion de Formule 2 ne peut pas continuer en Formule 2. Il est obligé soit de trouver une écurie en F1, soit d'aller dans une autre catégorie. Donc ça va être une affaire à suivre. Très bien messieurs. Du coup on va passer maintenant à Bakou, un fameux Grand Prix de Bakou qui s'est déroulé du coup ce week-end avec un format un peu spécial. On en parlait lors de l'épisode précédent, mais en format sprint assez particulier parce qu'il y a eu des qualifications pour le sprint et il y a eu des qualifications pour la course principale, un peu comme ce qui peut se passer aussi en MotoGP, et avec une seule séance d'essai libre. Donc on va dire que le circuit aussi le permet, c'est que c'est pas un circuit hyper pénalisant si jamais on fait pas de nombreux essais, mais c'était intéressant à voir. Qu'est-ce que vous avez pensé vous pour introduire ce débrief du Grand Prix de Bakou? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce format? Est-ce que c'est un format que vous avez apprécié? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que c'est bien de le réitérer, ou est-ce que vous voulez revenir un peu à l'ancienne formule? Moi je reviendrai à l'ancienne formule. Je sais plus si c'était Gasly, il me semble, où la voiture a pris feu au bout de 10 minutes, même pas. Donc en fait, en sachant que tu n'as un seul essai libre, rien que déjà au bout de 10 minutes, ta voiture lâche, bon bah c'est fini. Tu peux même pas tester tes pneus, que ce soit soft ou medium. Et
Et donc, c'est un petit peu dommage. Et surtout, si au côté midfield, ça arrive, bah, du coup, ça laisse moins de chance, ça laisse moins de fun, j'ai envie de dire, par rapport au top, qui, eux, bon, on sait que Ferrari ou Red Bull, il n'y aurait pas de mal à remonter. Après, j'ai trouvé ça intéressant quand même sur la sprint d'imposer les médiums en Q1 et Q2, enfin P1 et P2, et juste pour la dernière, d'imposer les softs. Donc ça montre vraiment, en fait, bah voilà, là, on est tous à pneus de Lego, on va dire, et la partie médium, il y en a qui aiment beaucoup moins que la partie soft, et c'est là où on voit vraiment Verstappen un petit peu en difficulté, surtout sur la monoplace du week-end, hein. Mais c'est différent parce que les pilotes sont habitués à économiser les pneus en médium. Là, ils doivent taper dedans en se disant bon bah allez, on y va, et c'est du médium, c'est pas comme du soft, donc tu peux pas faire les mêmes temps que tu pourrais faire en qualification. Donc je trouvais ça intéressant quand même. Mais après, faire une qualification un vendredi pour la course de dimanche, ça fait trop tôt. Je pense que vous serez d'accord, hein, je laisserai Yo-Yo réagir là-dessus, mais ça fait vraiment trop tôt, quoi. Ça ne laisse pas profiter, j'ai envie de dire. Et après avoir une sprint, bon bah on est habitué, mais avoir une qualification pour la sprint et ensuite la sprint et ensuite la course, ça fait un petit peu spectacle, quoi. Comme en MotoGP, ça me fait peur, moi derrière, mais voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est pareil. C'est vrai que l'ancien format était mieux. Déjà, on parlait des jeunes il y a quelques minutes. Et aujourd'hui, ce qui permettait aux jeunes de s'exprimer également F1, c'est de faire les essais libres 1 et 2. Les essais libres droits devront être faits donc, par ceux qui vont courir pour la course. Mais c'est vrai que 1 et 2, ça permettait justement à des jeunes de se montrer, d'essayer des voitures. Et puis, c'est un petit peu une petite récompense parce que ces jeunes-là, ils vont sur simulateur toute l'année. Et c'est une concrétisation de pouvoir tester la voiture en vrai que toi t'as développé avec le team. Les qualifs le vendredi, t'es obligé de mettre un timer pour te dire il y a Q3 à 45, il faut que je puisse regarder au moins le dernier tour parce que c'est ce qui est intéressant et c'est ça que tout se passe. Voilà quoi, c'était compliqué de suivre, sinon déjà t'arrives en Q3, tu vois les gens qui ont été minutes, tu sais pas pourquoi, ce qui est passé. C'est inintéressant. Et puis on prend l'exemple de Gasly. Mais si ta voiture prend feu ou t'as un gros crash, tu perds un moteur. Donc le samedi, le vendredi. Le samedi, tu sais pas ce qui va pas parce que tu as remonté la va-vite. Tu fais un gros crash, ton moteur prend feu encore. Tu perds 2 moteurs. Ta saison est finie parce que tu repars après chaque week-end avec 10 places de pénalité. Donc je pense qu'il faut qu'il arrive un truc, un gros team, genre un Red Bull qui se plaint, un Mercedes, Ferrari ou un Aston, pour qu'on revienne à un ancien format assez classique. Je pense que ça plaît à tout le monde le week-end de F1. Vendredi et samedi essai, qualif, et puis le dimanche course, quand on n'a pas besoin de 10 000 courses pour plaire, pour que ça fasse plaisir. Et puis les gens qui sont sur le circuit, si on met des courses de support en février, par exemple, on rajoute la F1 Academy, ça peut très bien remplacer un week-end une course sprint ou des qualifs sprint pour quoi que ce soit. C'est vrai. Surtout que... Bon, après, si on peut tirer juste du positif, comme tu le disais, Alex, c'est vraiment cette sensation de filtrer aussi le nombre d'utilisations des pneus. Et c'était le format assez intéressant de cette qualif. Et même ça, c'était mal fait. Si on se souvient bien, il y a eu 2 pilotes qui n'ont pas pu observer la séance. C'est vrai. C'est vrai que Norris n'avait plus de pneus tendres pour finir. Donc, en gros, il était forcé de terminer dernier de la Q3. Enfin, de la SQ3. Exactement, ouais. C'est vrai. Alors, du coup, qui a gagné ? Bon, c'est Pérez, le fameux roi de la ville. Alors ça, c'était la sprint. Ça, c'est la course principale. Donc, Pérez qui gagne du coup la sprint plus la course principale. Devant Verstappen et devant Leclerc. Et en sprint, c'était un peu le même tiercé, mais un peu dans l'ordre différent, avec Pérez, Leclerc et Verstappen. Dans nos pronos, qu'est-ce qui s'était passé ? Qui a gagné ? C'est Alex qui a gagné avec 9 points. Parce que tu avais les 3 bons, mais pas dans le bon ordre. En même temps, t'as joué, hein, t'as voulu mettre Leclerc en premier. Leclerc en premier.
Et avec moi, bon dernier comme d'habitude avec mes 2 points et Yo-Yo avec 5 points. Va falloir que je change ma stratégie, c'est pas possible. Enfin bref, tout ça pour dire que il s'est passé des choses aussi un peu à bas coût. On a parlé aussi des directions de course, lenteur dans la décision. Il y a aussi direction de course, dernier tour, enfin avant-dernier tour, Ocon qui rentre pour changer les pneus parce qu'il avait il avait un changement obligatoire à faire. Il y avait des journalistes en plein milieu de la pit lane. Il a fallu avoir un drame avec ça. Où va la F1, messieurs? Où va la F1? Le show. Là, ils ont annoncé comme quoi il y aurait plus de circuits, ça y est, officiellement aux États-Unis. Donc on s'en va vers de la Indy F1. Et c'est vraiment de pire en pire, quoi, ce qu'on a. On enlève petit à petit des éléments de la F1 des années 2000. Des petits éléments, je sais pas, quelque chose de bête, c'était les avions qui passaient au-dessus du circuit, voilà, une petite parade aérienne, bon, il n'y a plus ça. On avait, bon, je vais être très old school, mais dans chaque match de boxe, il y avait une nana avec un truc comme ça, on avait chaque personne qui était avec le parapluie. Exactement, la Grid Girl. Maintenant, c'est fini, et en plus, on se prend une pénalité, si au bout de 30 secondes, on est encore là, enfin voilà, c'est... On donne à des stars le drapeau à damier, mais ils savent pas du tout comment le faire, ou alors ils le font un tour trop tôt. Bon voilà, Miami, franchement, je serais pas choqué qu'on ait encore un petit souci là-dessus. La semaine prochaine, moi j'attends juste un seul truc, c'est de l'eau, s'il vous plaît, de la vraie eau dans les petits parcs à côté. C'est le seul truc que je demande. Tu peux rappeler pourquoi à nos éditeurs? La fameuse eau. Eh ben écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, si la semaine prochaine vous regardez le Grand Prix de Miami, vous allez voir que avec le magnifique survol en hélicoptère, on a des espèces en fait de bateaux, des yachts qui sont placés en dehors du circuit. Et en fait, ils n'ont pas mis de l'eau pour faire en sorte que le bateau flotte. En fait, ils ont juste mis un parterre en forme d'eau pour faire croire qu'il y a de l'eau et que voilà, les gens peuvent se baigner dedans, sauf qu'en fait c'est du fake. Vraiment, voilà, le show à la Miami. Donc ça promet pour cette année. Merci Nico pour ceux qui sont sur les lives et qui sont sur YouTube. Voilà, c'est un revêtement au sol couleur bleu, couleur eau, mais qui ne le fait pas du tout là-bas. Donc voilà. Et si tu peux même montrer aussi la livrée Red Bull. Je pense que ça peut être drôle. Ouais. En attendant, pour ceux qui savent un peu comment se situe Miami, il y a la plage quand même à côté à Miami Beach. Il y a tous les ports de croisière. Donc même si on est un peu écolo, on peut aller prendre de l'eau et se vaser dans une piscine, quoi. Il n'y a pas besoin de prendre de l'eau artificielle ou pomper l'eau. Je pense que ça revient plus. C'est moins écologique de faire un revêtement couleur bleue dégueulasse que tu vas jeter à la fin du week-end et chercher de l'eau que tu vas. Et après, Ricardo peut faire un petit plongeon à la fin dedans. Pour ceux qui ont. Comme à Monaco, quoi. Mais pas... non. C'était pas ça. Ça promet. Bon, c'était sur Insta, la livrée. Ah ouais, faudrait que je la retrouve. Ah bah tu l'as. Ouais, non. Je crois pas que c'était celle-ci. Hein. Oui, c'est celle-ci. Ouais, si. Un peu 19, ouais. Ok. Je crois que c'était un autre format. Bon, en tout cas, ça promet pour cette course. Bon, on va repasser. On part sur de la décadence de la team Formule 1 quand même. C'est de pire en pire. On prie du fond du cœur pour que Pirelli parte aussi l'année prochaine, vu qu'il y a l'appel d'offres qui a été lancé. Mais je pense qu'il y a un trop gros chèque encore qui est sur le tapis, quoi. Je sais pas si vous avez su, mais c'est pas le parti Michelin a dit que eux c'était mort. Parce que ce qu'ils veulent, c'est développer des pneus qui sont comme à quoi sert justement le but de la course automobile de la F1, des choses qui serviront dans le futur pour nos voitures. Et Pirelli, eux, c'est du show. La FIA, c'est du show. Donc des pneus qui se dégradent rapidement, plutôt que de miser sur des voitures sûrement performantes. Et là, tu fais la transition toute parfaite aussi pour. On parlait des années 2000, mais est-ce que c'est aussi le retour avec une écurie qui est au centre de tout et des écuries qui vont batailler derrière pour essayer d'exister et aussi essayer d'avoir
minimum de gloire, parce qu'aujourd'hui on peut dire que les 2 premières places elles sont bouclées. Tu peux espérer la 3e au niveau pilote. Qu'est-ce qui va se passer pour la F1 ? Est-ce qu'on va revenir à un phénomène où, comme dans les années 2000 quand Ferrari dominait tout, on va être obligé de sortir une règle un peu du chapeau pour essayer de favoriser les autres teams, ou d'aider les autres teams à revenir sur Red Bull, sachant que là, ce qui fait la différence, et on peut le voir à différents graphiques, c'est que Red Bull, déjà, ils ont craqué le game du DRS. Quand le DRS est activé, c'est une machine de guerre. Et ils ont craqué plusieurs autres choses, avec notamment Adrian Newey qui est revenu pour cette saison sur le design, il a tout piloté, etc. Et là, on voit qu'il a craqué la voiture, quoi. Est-ce que vous pensez qu'on est vraiment revenu un peu à ces années-là, où il y a une écurie qui va tout dominer sur 4-5 ans ? En fait, tu peux me dire, pas forcément les années 2000, mais les années déjà 2017, même avant, oui. 2016, toute la domination Mercedes. Mais je pense que là, on est d'accord que Red Bull, leur monoplace, elle est complètement dingue. Tu me montrais le graphique, je sais plus, il y a 2-3 épisodes, le graphique de la vitesse de pointe avec le DRS, et donc du coup du comportement de la voiture. Et c'était vraiment l'exemple du circuit parfait où on voyait vraiment la différence de vitesse de pointe et avec l'aéro côté Red Bull, où en fait, globalement, c'était Ferrari, je crois, et Red Bull qui arrivaient à atteindre les 320 km/h assez facilement sans DRS. Et dès qu'on avait le bouton magique du DRS, Ferrari avait leur réglage pour 335, quelque chose comme ça. Red Bull, c'était à 340, 345. Williams, ça devait être pareil. Mais c'est juste que, en fait, Red Bull ont craqué le code. C'est qu'avec ou sans DRS, ils étaient juste, quoi qu'il arrive, au-dessus. Sauf en qualif, où c'était quand même assez intéressant de voir qu'en première partie du circuit, Ferrari avait une belle domination. Mais globalement, on a la même monoplace Red Bull que l'année dernière, qui est vraiment une monoplace qui nous fait penser à la Mercedes d'il y a 3 ans, qui était imprenable et qui prenait des virages à des vitesses folles, vitesse de pointe qui était complètement délirante, qui était vraiment au-dessus du lot, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu peur. Enfin, moi, j'ai peur que ce soit ça encore l'année prochaine. On attendait le grand retour de Mercedes pour venir contrer un petit peu restopper un petit peu le côté Red Bull en disant non, nous on va regagner encore un titre. Finalement, pas du tout, quoi. On est vraiment sur une dominance complète Red Bull. Toi, Hugo, t'en penses quoi ? Je pense qu'Alex a tout dit, on sera sur une dominance Red Bull, et puis je pense que Mercedes s'est trompé encore cette année, donc le temps qu'il va faire une voiture, ça fait 2024. Le temps de la prochaine, ça fait 2025, et puis on arrive à 2026 avec changement de réglementation, et puis à l'ancienne, quoi. On va limiter la Red Bull dans la réglementation, et on va retrouver un Mercedes ou un Ferrari, un leader en 2-3 années, et puis réglementation technique, niveau aéro, tout ça. On est dans le cercle de la F1 qui a toujours lieu comme ça, et qu'on a toujours tout connu. Le seul truc, c'est que la Red Bull a vraiment beaucoup d'avance sur les autres, contrairement aux autres écuries à l'époque, même Mercedes, où certes, t'avais la différence, mais tu sais qu'un ou 2 Grands Prix, tu pouvais jouer à jouer égal avec eux et avoir des batailles, alors que là, tu sais qu'il y en a un qui se crache, que les deux se crachent, qu'il y a une pénalité, qu'il y a quelque chose qui arrive à leur voiture, parce que sinon, c'est la balade. Tu les vois, ils sont tranquilles, ils roulent. Ils n'ont pas besoin de mettre de gap à qui que ce soit, parce que tu sais qu'ils savent que dès qu'ils accélèrent, il n'y a personne qui suit. En fait, il faudrait remettre une règle qui équilibre un peu les choses. Tu vois, dans les années 2000, ils avaient tous les mêmes pneus qui étaient des pneus durs, Michelin. On s'en souvient tous. Où là, en fait, effectivement, tu n'avais pas le choix. Donc, tu faisais une voiture qui était plus rapide que les autres, certes, ok, mais il fallait que le pneu tienne aussi sur toute la durée de la course. Ou alors, des fois, tu avais une dégradation qui était plus importante. D'autres qui étaient plus dans le. En plus, surtout, comme tu es plus rapide, tu freines beaucoup plus fort. Donc, aussi, là, c'est problématique. Donc, tu avais une sorte d'équilibre qui se faisait. Tu avais le pilotage aussi, le savoir-faire du pilote. On avait. Fernando Alonso qui avait sa fameuse technique de vraiment, en virage, tourner le volant à 90 d'un coup pour brusquer, j'ai envie de dire, la voiture. Et en fait, il gagnait vraiment quelques petits dixièmes précieux. C'était son astuce, mais ça marchait vraiment complètement. Ça marchait vraiment là-dessus. Il y avait Ayrton Senna à l'époque qui faisait des petits coups de gaz en virage. C'était la petite technique Senna. C'est ce qui faisait qu'il gagnait aussi pas mal de temps. Là, aujourd'hui, en fait. Il y a l'essence aussi. On a vu qu'il y a l'essence aussi. Il y avait l'essence aussi à l'époque où tu avais une vraie stratégie.
Là aujourd'hui, les pneus, c'est pas ce qu'ils font. Hier, Ocon, il fait toute la course avec un seul type de pneu. Alors que t'en as un qui fait ça le week-end prochain, le pneu il explose. Ouais. On ne sait pas sur quel pied danser à ce niveau-là. Ouais, il faudrait quelque chose qui équilibre, en fait, pour te dire, en fait, comme en F2, j'ai envie de dire, t'as à peu près les mêmes monoplaces, et puis, allez-y, quoi. Mais justement, est-ce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas aussi trop parfait aujourd'hui? Genre, on cherche tellement la perfection partout qu'en gros, il y a plus la place un peu au fun. Et je suis désolé, mais celui qui nous vend quand même du fun, c'est Alonso. Donc c'est un ancien qui nous vend du fun depuis le début de saison. Hier, pour ceux qui n'ont pas suivi le Grand Prix, il a dit on se calme les gars, et il a refait un peu la stratégie de tout le monde, de toute l'équipe d'Aston Martin, où il a dit attends, je vois que Lewis est en train de dégrader ses pneus, il va rentrer dans 3 tours parce que ses pneus sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Lewis est rentré et il a dit bon bah c'est bon, là on peut lâcher les gaz. Et après, qu'est-ce qu'il dit en pleine course? Je crois que j'ai trouvé le schéma parfait pour mes freins. Envoyer le truc à Lens, à Stroll, pour qu'il copie, ça se trouve, il gagnera en efficacité. Mais c'est ça le fun, tu vois. Et est-ce qu'on c'est pas du tout du Alonso, quoi. Ah oui. Non. Ah oui, aider son coéquipier, c'est vrai que c'est pas du Alonso du tout. C'est peut-être sa relation avec Taylor Swift qui l'embellit ou quelque chose comme ça, quoi. Non, mais est-ce qu'on on n'est pas dans quelque chose où on va s'émerveiller pour le moindre petit truc qui se passait avant, enfin qui pouvait se passer dans les années précédentes, et pas en fait ce manque de fun qu'il peut y avoir sur les GP où en fait toutes les teams essayent d'avoir la meilleure stratégie. C'est ce qui fait aussi la F1. Tout le monde recherche ça. Mais est-ce qu'il manque pas en fait ce petit côté de folie où, comme tu disais aussi, c'est certain équilibre entre tout le monde. Ce qui fait qu'en gros, quand t'as quelqu'un qui écrase tout le paddock, t'as plus trop envie de te battre, quoi. Ouais. C'est pas plaisant. Comme le disait Hugo juste avant de démarrer le live, il s'est même endormi tellement, effectivement, on s'embête, quoi. Non, mais je pense que si on prend les tableaux qui ont les teams, les simulations, à 2-3 places près, on tombe pile sur la course avec le classement des pilotes exact. C'est vrai. Après les voitures parfaites, dans tout cas, il faut les voitures parfaites, parce que c'est ce qui fait vendre Ferrari, c'est Ferrari, Aston, c'est Aston. C'est les fonctionnalités qu'il y a sur les voitures F1 et les voitures en endurance. Sinon, t'as toujours le même Ferrari, et les riches ne vont pas acheter de Ferrari ou d'Aston, quoi. Donc, compliqué. Mais est-ce que du coup, ça c'est un sujet qu'on s'était déjà posé dans les épisodes précédents. Est-ce que en fait l'innovation a été bridée aussi par la volonté d'avoir du show par les promoteurs américains? Est-ce qu'on ne peut pas revenir aussi à une culture de la F1 où tu es dans l'innovation perpétuelle pour avoir des nouveaux systèmes et prendre des risques? On pense au fameux DAS de Mercedes où tu tirais le volant pour aligner un peu les roues. Il y avait des systèmes aussi sur le DRS qui avaient été pensés pour améliorer l'efficacité du DRS. Enfin, je vais te dire aussi, c'est pas rare, mais on a eu ça en début d'année. Ferrari avec leur espèce de carbone qui popait en vitesse de pointe et qui a été tout de suite bridé en mode oh non, faut pas que ce soit autorisé. En fait, ça c'est de l'innovation. C'est comme à l'époque où il y avait une monoplace quand même qui avait 6 roues. Bon il fallait quand même le faire, ça. Ouais, fallait oser, hein. Ça c'était fort ça. Mais la F1 a toujours été le précurseur de certaines innovations. On passe notamment à ce qu'il y a eu sur l'ABS, sur l'ESP pour les voitures de série. C'est venu au fur et à mesure de la F1 parce qu'ils ont travaillé sur ces systèmes-là. Alors, je tiens à dire en termes de sécurité quand même, faut aussi le préciser, là le Halo a quand même aussi, je pense aussi, sauvé une vie ce week-end avec en F2 un crash, Martins qui se prend le mur et derrière le monoplace qui vient littéralement s'enquiller derrière. Heureusement qu'il y avait le Halo pour faire monter en fait Martins, c'était du coup comme ça sous la monoplace. Et encore une fois remercions le Halo là-dessus, mais c'est la seule vraie innovation qu'il y a eu en F1 et qui a ensuite découlé sur les autres sports mécaniques automobiles, mais
sinon, on n'a plus d'évolution, quoi. Ou c'est bridé. Non, et puis, ou alors c'est critiqué ouais, tout c'est de suite bridé. par une écurie en disant oh là là, il faut stopper ça, il y aura un avantage conséquent, c'est mort. Ouais, mais ça, tu vois, ça a toujours été le jeu, et puis t'as les écuries qui développaient, parce que tu savais que l'année d'après ou dans 2 ans, ça sera autorisé, donc les écuries développaient leur propre système. Mais là, c'est vrai que c'est bridé. Et puis aujourd'hui, de toute façon, on voit que c'est du show. À l'époque, je pense que déjà, on regarde les circuits, ça fait pas rêver. On va dire, bon, bah, ta voiture, elle était testée à 340 km/h sur Bakou, alors que tu dis la même chose à Manicourt. Manicourt, ça pèse plus qu'un Bakou où tu sais même pas où c'est et tu t'en fous totalement. Ouais, non mais c'est vrai. Bon, en tout cas, je pense que c'est un sujet qui va revenir au fil de la saison et aussi on verra comment ça se passe. Petit point de data, parce que c'est aussi un peu la nouveauté de cette saison, avec le compte F1 Data Analysis. Et en fait, il y avait un truc intéressant que j'avais vu ce week-end, c'est vraiment un peu ces creux qu'on voit. Donc en fait, pour ceux qui sont sur le live ou sur YouTube, bah, vous avez en fait le gap entre le pire tour et le meilleur tour. Et la zone bleue, bah, c'est la moyenne où se situe le pilote. Et en fait, bah, on voit que Verstappen et Perez sont quasiment similaires tout le temps. Ça, c'est une constante sur n'importe quel circuit. Et on voit qu'il y a un gap entre les top teams et ce qu'il y a après. Parce que là, il y a vraiment des gaps énormes entre les meilleurs temps et les moins bons temps. Avec aussi Russell qui a chaussé les softs en fin de course pour aller chercher le meilleur temps. Donc on voit que c'est son gap qui est ici. Donc c'est assez énorme. Mais en tout cas, si on voit après sur la courbe, bah en fait on voit que c'est fou, mais Red Bull c'est constant de fou, quoi. Il y a Leclerc qui est assez intéressant aussi dans ça. C'est qu'en gros il performe assez bien. Et puis en fait, si on analyse les courbes sur les fins de course, vous avez une courbe verte qui descend tout le temps. C'est celle de Alonso. Et Alonso est en rythme, est tellement serein, tellement constant, qu'il va chercher à la fin, sur les 10 derniers tours, il va chercher des Verstappen et des Perez en rythme de course. Le meilleur tour hier, il le fait. Oui, c'est vrai qu'il le bat au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pas aussi lui qui a peut-être les clés pour aller un peu titiller ceux de devant? Ben, je pense que justement ta courbe elle montre que justement la voiture n'est pas faite, ne peut pas fonctionner à la durée, tu vois. Ouais. Certes, il peut le faire justement il le fait progressivement. Il attend que la voiture soit optimale, qu'il n'ait pas beaucoup d'essence, et les pneus soient dégradés comme il faut. Et puis je pense que la puissance moteur allouée au début de la course et à la fin n'est pas la même également. Donc il y a ça qui joue. D'ailleurs, son meilleur temps, il va le chercher, mais quasiment dans les 3 derniers tours, avant que Russell le batte. Mais c'est lui qui arrive à acheter le meilleur temps à vide, avec des pneus qui sont bien gérés. Parce que je sais pas si je pense qu'on n'a pas les temps, mais on voit qu'il est assez stable sur les derniers tours, quoi. Ouais, c'est ça. Sa courbe, elle est ici. Et en fait, Exactement, ouais. Les derniers tours, c'est monstrueux. C'est ça. Mais t'as aussi un petit truc intéressant, c'est qu'en fait, Red Bull, ils sont en totale gestion. Tu vois que là, en fait, ils vont creuser un écart au départ. Ils vont tout mettre sur ce gap-là. Là, ils vont essayer d'écraser leurs adversaires sur le 15e, 16e tour. Et après, tu as une phase de restabilisation où, en gros, c'est bon, on a fait le creux. Et du coup, maintenant, on est en gestion. Ça rappelle un peu ce que faisait, je trouve, ce que faisait Mercedes dans les grandes années. Où du coup, tu écrases tout le monde dès le départ, quitte à avoir limite 30 secondes d'avance. Et après, tu es en gestion. Mais le but, je pense, c'est vraiment être en sécurité pour le ravitaillement. Je sais pas ce qu'Alex allait penser, mais pour moi, en tout cas, c'est vraiment l'objectif de Red Bull et Mercedes à l'époque, c'est être tranquille pour ravitailler, faire limite un ravitaillement gratuit ou anticiper une virtual safety car. Et après, être tranquille tout le reste de la course, s'il n'y a rien qui se passe. Ouais, tu l'as bien dit. Hein, je pense que c'est une stratégie qui marche plutôt bien. Là où Ferrari espère s'arrêter plus tôt parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à juger la dégradation des pneus. Après, il faut le dire aussi, tu as les pilotes expérimentés. Un Lewis, il le sait très bien. Lui aussi, Lewis, il est capable de faire de nombreux tours avec les mêmes pneus qui sont dégradés ou non. Et il fait à peu près les mêmes temps. Et il tient beaucoup plus longtemps qu'un...
je prends l'exemple de Perez aussi là-dessus, qui tient beaucoup moins longtemps quoi, là-dessus, sur ses pneus. Donc, c'est 2 stratégies différentes, mais de toute façon, tu le vois au bout de 3 tours, quand Verstappen il part premier, il bombarde les 5, même 3 à 5 premiers tours, il bombarde, il essaie de créer le plus de distance pour après avoir son rythme et être tranquille, quoi. Totalement. Bon, du coup, avec tout ça, on peut faire un petit récapitulatif. Du coup, qu'est-ce qui se passe après Bakou ? Eh ben, en fait, tout simplement, il y a le classement ici des pilotes. Verstappen premier, 93 points. Pérez qui revient très fort grâce à Bakou derrière Verstappen. Notre brave Fernando, troisième, 60 points. Il est là. Hein. Lewis, on l'entend pas trop, mais il est quand même quatrième. Les deux Ferrari, Russell, Stroll, Norris et Hülkenberg. Et qu'est-ce que ça donne aussi au niveau des teams ? Vous avez Red Bull 180 points, avec Aston Martin derrière 87, Mercedes 76, Ferrari 62. Et je ne parle pas de Williams qui ferme la marche avec le point d'Albon. Alors j'ai vu une stat intéressante ce matin. Si on prend toutes les équipes réunies à partir de McLaren, on additionne tous leurs points. Ils ont tous moins de points réunis que Ferrari, Mercedes, Aston et Red Bull. Ouais, mais c'est équilibré hein, maintenant. Hein. Faut pas oublier que c'est maintenant la Formule 1 est équilibrée, les amis. Exactement, ouais. Ouais, mais elle est équilibrée là, quoi. Elle est équilibrée entre McLaren et Williams, et après elle est équilibrée entre Aston et Ferrari, et après il y a Red Bull, quoi. 180 points, c'est insolent. C'est monstrueux. C'est double d'Aston. Moi, tu prends Aston et Mercedes, ils n'ont pas 180 points réunis non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est monstrueux. Bon, après, la saison est longue, comme on dit. Hein. Malheureusement, la saison est longue. Essaye de donner de l'entrain. Bon, du coup, prenons l'avion. Nous partons d'Azerbaïdjan à l'autre bout de la planète pour aller à Miami, ce qui paraît logique en une semaine. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, je suis bien dans notre temps, dans notre fuseau horaire. C'est que ça va être surtout de nuit pour nous. Donc en fait, les essais qui vont commencer vendredi, donc à suivre à partir de 20h30, les essais 2 qui vont se finir à 1h du matin. Le samedi, vous allez suivre les essais 3, les qualifications à 22h, entre 22 et 23h, et dimanche, 21h30, pour le Grand Prix. Est-ce que nous avons d'autres... Non, il n'y a pas de F2, et il n'y a pas de F3. Non, ouais, non, le il n'y a pas. Il n'y a que la Porsche Cup. Du coup, voilà pour les horaires. On va passer maintenant au prono. Donc c'est notre moment favori. Yo-Yo, qui vois-tu gagner et quel est pour toi ton top 3 pour Miami ? Pour moi, on prend le même tiercé, sauf qu'on inverse Verstappen et notre cher Sergio. Et Verstappen, Perez et puis notre cher Leclerc. De toute façon, les circuits se ressemblent. Hein. Franchement, c'est un circuit en ville. Juste un endroit où les deux sont à côté de l'eau. Donc, il y a un où l'eau est vraie, l'eau est fausse, mais c'est tout ce qui change. C'est vrai que tu fais bien de parler de ça. Circuit, du coup, vraiment particulier parce que il est aussi un peu bizarre dans sa conception au niveau du bitume, de ce qu'on avait vu l'année précédente. Ouais. Il y a ce fameux virage là ici entre le 15 et le 14 où du coup ça fait un peu comme un zigzag où faut bien ralentir, sinon on peut se taper vite le vibreur qui remonte. Et puis il y aura 3 zones DRS pour notre plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur des fans de Red Bull, avec la grande ligne droite ici. Donc c'est pour ça que tu as dit qu'il ressemble un peu à Bakou. Une deuxième ligne droite ici avec le DRS, et là plutôt ce qui peut ressembler un peu à l'Arabie Saoudite avec une ligne un peu en courbe où on peut prendre un max d'accélération. Donc ouais, tu fais bien de le redétailler. Ok. Donc si je récapépète, Verstappen, Perez, Leclerc pour toi. Ouais. Alex.
Perez, Verstappen, Leclerc. Ouais. Perez. C'est pas un circuit en ville. Hein. Si. Si. Ouais, c'est un circuit en ville. Je ferai la même pour Las Vegas. Bah, tu pars vers le Hard Rock Stadium, tout ça, c'est un circuit en ville. Autoroute mélangée autoroute-ville. Ouais, mais je trouve qu'il y a plus d'air qui passe que par exemple à Bakou. Ouais, mais comme c'est plus. Après, c'est Miami, tu vois, t'es vraiment sur l'autoroute de Miami. Ouais. Et la section, tu sais, où t'as la petite chicane, etc. Ça Perez, il aime bien ça. Il adore Monaco. Je me dis que c'est plutôt bon, quoi. Ah, moi je le Mais voyais après, plus. c'est un circuit Red Bull. J'aurais mis Leclerc en deuxième si le circuit avait pas autant de lignes droites, quoi. Moi je le vois plus comme l'Arabie Saoudite. Circuit fermé, Jeddah. mais avec toute l'espèce de ventilation qu'on peut avoir sur un circuit un peu semi-fermé comme ça. Ouais. Parce qu'après, tu as toute la zone du milieu où il y a. C'est pas comme à Bakou où il y a des bâtiments. Là, c'est vraiment un peu vide, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est vide. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Mais sinon, oui, vous avez raison. Ouais, ça sera le même style. Hein. Ouais, non, c'est vrai que moi, pour y être allé, c'est vrai que j'ai toujours dans ma tête l'image de la ville, tu vois, où alors t'as le Hard Rock Stadium et où ça passe et où t'as une petite rue avec des tribunes qui cachent l'herbe, tout ça. Mais après, ça pourrait être un sujet qu'on pourrait mettre sur la table, mais quand même, depuis le début de saison, là, l'enchaînement, c'est quand même des circuits qui se ressemblent assez grandement, sauf Melbourne, où je trouve que là, t'as vraiment un circuit à l'ancienne, mais Sakhir, Jeddah, Bakou, Miami, pour le DRS, t'es bien. Hein. De mon côté, qui je vais mettre? Est-ce que ça serait suicidaire de changer le top 2? Bon, je vais mettre Verstappen. Je vais pas mettre Perez. Parce que Perez, l'enchaînement, ça lui convient pas pas beaucoup. Donc je vais mettre un Verstappen. Verstappen, Leclerc, Alonso. Non, Verstappen, Alonso, Leclerc. Parce que je sens que le père Fernando, il a envie de prendre une revanche comparé à ce week-end. Voilà. Donc voici nos pronos. On verra la semaine prochaine si on a eu raison ou tort. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour ce Grand Prix de Miami? Non. Non, hâte de voir les commentaires en fin de course. Inutile. Alors, pas trop dur. Ça fait 2 heures que je suis dans la voiture et je fais des tours, pas plus là. Quelle question, Maurice. C'est pour ça que après les États-Unis, c'est un peu go to Imola avec le fameux circuit d'Imola qui est assez technique hein, quand même. Et là, on va changer de dispositif. Là. On va changer de spécificité de circuit. Ce sera d'accord. il est déjà là, il est chaud. En fire. D'ailleurs, à ce qui paraît, à cause des résultats de Ferrari, début de saison de Ferrari, il y a de moins en moins de gens qui y vont pour les Grands Prix de Monza et d'Imola. Ah ouais? T'as des choses à aller chercher. Hein. T'inquiète. Il y aura les petites modifications avant l'été. Parce que cette année, c'est Spa avant la trêve estivale, tu vois. Exactement. Et tu fais bien d'en parler parce qu'il y a eu des packs de setup qui ont été annoncés. Donc là, en Azerbaïdjan, je crois que c'est As qui a eu des packs de setup. Non, c'est McLaren et As. Et je crois que Imola, ça va être. Il y a d'autres teams qui ont prévu. Et il me semble que Mercedes, ça arrivera sur l'Espagne. Monza, septembre, tu vois. Du 1 au 3. Ça sent la victoire Ferrari, ça. Il est chaud. En attendant, tu pourrais aller faire sur Assetto Corsa. La semaine d'avant, ce sera Verstappen chez lui. Et après, ce sera Leclerc. Allez. Très bien, messieurs. Vous avez des choses à rajouter pour cette fin d'épisode? Alors pour ceux qui veulent, le dimanche prochain, samedi prochain, en Formule I, il y a le Grand Prix de Monaco. Alors, assez intéressant parce que ça reprend la spécificité du même circuit sud de F1. Donc, cool à voir, il y aura du crash, alors garantie du crash, des dépassements. Et voilà, c'est déjà pas mal. En sachant que sur le dernier Grand Prix en Formule I, donc, qui a eu lieu il y a 2 semaines à Berlin, où il y a eu plus de 130 dépassements lors de la course 1. Ah oui. Je crois qu'on était sur un record. Du coup, ça sera 15h03. Ok, 15h03. La course. Donc, si vous voulez suivre la Formule I.
Ça sera samedi. Merci Yo-Yo pour la reco. Du coup, en attendant, on vous souhaite une bonne semaine et puis on se donne rendez-vous pour le débrief du Grand Prix de Miami qui se déroule ce week-end, ce dimanche. Merci à tous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Seigneurs de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, on vous fait de gros bisous et à bientôt.